Tout change, même si tu penses que ton absence ne laissera aucune trace. La vérité, que cela provoque un véritable tourbillon d'émotions chez ceux qui ont été proches de toi. T'es-tu déjà demandé ce qu'ils ressentent quand tu n'es plus là? Cette vidéo est conçue pour révéler les 9 choses que les gens expérimentent quand tu choisis de t'éloigner. Et il ne s'agit pas seulement de sentiments de tristesse ou de confusion, mais aussi de réactions psychologiques profondes qui te surprendront. Mais ce n'est pas seulement pour découvrir comment tes décisions affectent les autres, c'est aussi pour que tu comprennes le pouvoir de ta présence et pourquoi ton absence peut être aussi transformatrice que ta compagnie. Dans les prochaines minutes, nous explorerons les réactions les plus courantes, les moins attendues, et je te promets qu'à la fin de ce contenu, tu auras une perspective complètement nouvelle sur ce que signifie disparaître et comment cela peut devenir un outil puissant pour redéfinir tes relations, et plus important encore, ta vie. Alors, reste attentif, car ce qui suit peut complètement changer la façon dont tu perçois l'impact que tu as sur le monde. Avant de commencer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Quand tu disparais, tout dans l'environnement de ceux qui t'entourent change. Et la première chose qu'ils ressentent, c'est du déconcertement. Leur routine avec toi se brise brutalement, laissant un vide impossible à ignorer. C'est comme si le fil conducteur de certaines dynamiques cessait d'exister. Peu importe si tu étais un pilier ou une partie discrète de leur entourage, ton absence se remarque. Le déconcertement laisse rapidement place à l'incertitude. Les gens commencent à se demander ce qui s'est passé, si quelque chose a mal tourné ou s'ils ont contribué d'une manière ou d'une autre à ton départ. Ce sentiment peut être si accablant que beaucoup essaient de remplir ces vides par des suppositions, parfois exactes, parfois totalement erronées. Après l'incertitude vient la nostalgie. Ta présence a laissé un impact, même s'il était subtil. Peut-être une conversation, un regard, un geste. Les gens commencent à se souvenir de ces moments et réalisent combien ils appréciaient ce que tu apportais à leur vie. Même les détails les plus insignifiants prennent un poids émotionnel inattendu. Ce qui est intéressant, c'est que cette nostalgie n'est pas toujours évidente. Ils essaient de l'ignorer, prétendant que rien n'a changé, mais au fond, ils savent que les choses ne sont plus les mêmes sans toi. C'est dans ces moments de solitude ou d'introspection que les souvenirs surgissent avec plus de force, leur faisant désirer ton retour ou du moins une explication. Cependant, tout ce qu'ils ressentent n'est pas seulement tristesse ou désir. Il y a aussi une profonde réflexion. Ton absence les oblige à se remettre en question. Qu'ont-ils fait ou pas fait pendant que tu étais là? Que signifiais-tu vraiment pour eux? Cette étape est cruciale car dans certains cas, elle peut mener à des transformations positives. Les gens commencent à comprendre la valeur de ta présence et en conséquence, à mieux apprécier les relations en général. Et juste au moment où ils commencent à s'adapter, voici qu'arrive l'étape de la curiosité. Ils se demandent où tu es, ce que tu fais, comment tu te sens. Ce désir de savoir devient une constante, surtout si tu ne donnes pas de nouvelles. Le mystère de ta disparition devient une énigme qui capte leur attention, même si certains ne le montrent pas. D'autres, au lieu de rester simplement curieux, ressentent le besoin d'agir. Ils essaient de te contacter directement ou indirectement. Certains le font par un simple message, tandis que d'autres cherchent des excuses pour te rencontrer. L'idée de clore ce chapitre de ton absence ou de le comprendre devient une priorité, même s'ils n'ont pas toujours le courage de l'admettre. Mais tous ne réagissent pas de manière émotionnelle ou réfléchie. Certaines personnes ressentent de l'orgueil. Elles voient ta disparition comme un défi, comme si tu mettais à l'épreuve leur patience ou leur résistance. Cet orgueil peut les pousser à se distancer encore plus, même si au fond, elles souhaiteraient l'inverse. C'est une lutte intérieure entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles veulent montrer. Au fur et à mesure que le temps passe, ta disparition commence à avoir des effets secondaires sur leurs relations avec d'autres personnes. Elles deviennent plus conscientes de leurs interactions, veillant à ne pas reproduire les erreurs qu'elles croient avoir commises avec toi, ou bien elles deviennent plus distantes, se protégeant d'un possible nouvel abandon. L'impact le plus profond de ton absence se fait sentir dans leur perception d'eux-mêmes. Certains commencent à se remettre en question, à douter de leur propre valeur.
se demandant si ta disparition reflète leurs échecs ou si c'était simplement une décision qui n'avait rien à voir avec eux. Ce questionnement peut être une occasion de grandir ou, au contraire, une spirale d'insécurité. À mesure que ces émotions s'installent, certains trouvent dans ta disparition une leçon. Ils comprennent que les relations sont fragiles et qu'elles doivent être entretenues avec soin. C'est un rappel que personne n'est garanti pour toujours dans nos vies et que chaque moment partagé a une valeur inestimable. Cependant, tout le monde ne parvient pas à ce niveau de compréhension. Certains, au lieu d'apprendre, se remplissent de ressentiment. Ils estiment que ta disparition était injuste ou inutile, et ce sentiment peut les accompagner pendant longtemps. C'est un fardeau émotionnel qui, s'il n'est pas géré correctement, peut affecter leur bien-être. Certains tentent de combler le vide que tu as laissé avec d'autres personnes ou des activités. Ils cherchent à se distraire, à se convaincre que tout va bien, mais ces distractions ne sont que temporaires. À un moment donné, ils sont forcés de faire face à la réalité. Rien ni personne ne peut occuper exactement la même place que toi. Et c'est là qu'émerge quelque chose d'inattendu, l'admiration. Ils commencent à reconnaître la valeur de ta décision, même s'ils ne la comprennent pas totalement. Ils voient dans ta disparition un acte de courage ou de connaissance de soi, quelque chose qu'ils aimeraient eux-mêmes posséder, mais qu'ils ne savent peut-être pas comment atteindre. Avec le temps, beaucoup finissent par accepter que ton absence ne signifie pas qu'ils t'ont oublié ou que les sentiments disparaissent, mais ils apprennent à vivre avec elles. Ce processus d'acceptation est différent pour chacun, mais il laisse toujours une marque. Ta disparition devient une leçon, une expérience qui, d'une manière ou d'une autre, les transforme à jamais. Ton absence, bien que douloureuse pour certains, est aussi un acte de pouvoir. C'est un rappel que tu as le contrôle sur ta vie, sur tes décisions. Et ce contrôle est quelque chose que beaucoup admirent, même s'ils ne l'expriment pas ouvertement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que, dans de nombreux cas, ta disparition n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est qu'un chapitre, une pause dans le récit, car quand tu choisis de réapparaître, tout change à nouveau. Mais c'est une autre histoire, une histoire que peut-être toi seul peux écrire. Voici quelques-uns des impacts que tu génères quand tu choisis de disparaître. T'es-tu déjà arrêté à penser au pouvoir que ta présence, et encore plus, ton absence, peuvent avoir? Cela ne fait que commencer. Quand tu disparais, il y a quelque chose qui ne peut être ignoré. Le temps acquiert une nouvelle signification pour les autres. Chaque minute sans nouvelles de toi semble s'étirer indéfiniment. Ce sentiment d'incertitude se mélange à une sorte de pause émotionnelle où les jours semblent se figer, attendant un signe de ta part. Ce vide ouvre également la porte à une introspection inattendue. Les gens commencent à examiner leur comportement, leurs paroles, même leur silence. C'est comme si ton absence activait un miroir émotionnel dans lequel ils se voient refléter toutes les choses qu'ils n'ont jamais dites ou faites quand tu étais là. Dans certains cas, ta disparition peut même éveiller une sorte d'envie silencieuse. Ils se demandent comment tu as pu avoir le courage de t'éloigner, de couper les liens et de prioriser ton bien-être. Cette envie, bien qu'elle ne soit pas exprimée, est pleine d'admiration et d'un désir de trouver la même liberté dans leur propre vie. Cependant, toutes les émotions ne sont pas conscientes. Souvent, ton absence se manifeste de manière plus subtile, comme des changements dans leur routine ou dans leur humeur. Les gens qui souriaient en te voyant peuvent trouver moins de raisons de sourire, même s'ils ne lient pas directement ce changement d'humeur à ton départ. La frustration est aussi une émotion récurrente. Certains ne comprennent pas pourquoi tu as disparu ou ce qui a causé la rupture du contact avec toi. Ce sentiment peut être particulièrement intense si ces personnes sentent qu'il y avait une connexion importante avec toi, une connexion qu'elles ne voulaient pas voir se terminer si soudainement. Pour se déconnecter de ce qui ne leur apporte rien et chercher un chemin plus aligné avec leurs désirs et besoins, bien sûr, il y a aussi ceux qui tentent de rationaliser ton absence, cherchant des explications logiques, essayant de trouver un sens qui les aide à traiter ce qui s'est passé. Cette rationalisation, bien que utile, leur fournit rarement toutes les réponses qu'ils cherchent, les laissant avec un vide que seule ta présence pourrait combler. De plus, ton absence peut créer un effet domino dans les relations qu'ils avaient avec toi. Les dynamiques changent, les conversations sont modifiées et, dans certains cas,
Les liens entre les personnes qui étaient proches de toi se renforcent ou se fragilisent selon la manière dont elles traitent ton départ. Ce qui est fascinant, c'est que, malgré tout, ta disparition ne passe jamais inaperçue. Même si les gens n'en parlent pas ouvertement, ton absence a un impact qui résonne dans leur vie d'une manière qu'ils ne parviennent même pas à comprendre complètement. Ta capacité à disparaître, à prendre en main ton propre récit, est une démonstration d'autonomie qui, bien que parfois incomprise, laisse toujours une marque. Et c'est cette marque qui continue de grandir au fil du temps, alimentée par les souvenirs, les émotions et les leçons que tu as laissées derrière toi. Lorsque tu choisis de disparaître, les émotions que tu réveilles chez les autres ne se limitent pas seulement à la confusion ou au vide initial. En réalité, quelque chose d'encore plus puissant émerge, un besoin de comprendre. Ce désir d'explication devient presque obsessionnel. Ils se demandent si c'est à cause d'eux, si c'est quelque chose qu'ils ont dit ou fait. Chaque interaction passée avec toi est analysée sous une loupe émotionnelle qui amplifie ce qui semblait insignifiant. Cette auto-évaluation, bien que inconfortable, a un impact puissant. C'est un miroir qui les oblige à confronter leurs propres peurs et leurs habitudes. Ont-ils été trop dépendants de toi? T'ont-ils suffisamment apprécié? Soudainement, ton absence devient une leçon qu'ils n'avaient pas demandée, mais qui laisse une empreinte profonde chez ceux qui sont restés. Cependant, cette recherche de réponse n'est pas toujours introspective. Certaines personnes tentent de projeter la culpabilité sur toi, te traitant d'égoïste, t'accusant de t'éloigner sans raison apparente. C'est une réaction défensive qui leur permet de se protéger de la douleur, d'accepter que peut-être elle n'apportait pas autant à ta vie qu'elle le pensait. D'un autre côté, pour certains, ta disparition est un acte qui leur inspire du respect. Ils voient en toi la capacité de prioriser, de prendre du recul quand tu en as besoin, quelque chose qu'ils souhaiteraient avoir le courage de faire. Cette admiration peut être silencieuse, mais elle ne passe pas inaperçue. Chaque pas que tu fais en t'éloignant envoie un message. Je choisis ce qui est mieux pour moi. Il existe également un phénomène curieux, l'idéalisation en ton absence. Les gens commencent à magnifier tes qualités. Ces petits gestes qu'ils prenaient pour acquis se transforment en moments irremplaçables. Peut-être que ce sera ton rire, ta manière d'écouter, ou le fait que tu avais toujours quelque chose d'intéressant à dire. Ce qui semblait autrefois ordinaire brille désormais d'une lumière différente. Ce processus d'idéalisation peut être aussi bien positif que négatif. D'une part, il peut conduire à une appréciation authentique de ce que tu représentais dans leur vie. D'autre part, il peut créer une déconnexion avec la réalité, construisant une image de toi qui ne reflète pas entièrement qui tu es, ni pourquoi tu as décidé de disparaître. Dans certains cas, ton départ provoque même un effet catalyseur dans leur vie. Ils commencent à remettre en question leurs priorités, à analyser leurs propres relations et dynamiques. Ton absence, au lieu d'être un simple vide, devient un appel à l'action. Que font-ils de leur propre vie? Sont-ils entourés de bonnes personnes? Ta disparition les oblige à se poser ces questions. Mais l'impact n'est pas toujours immédiat. Certains ne traitent pas ton absence avant longtemps. Peut-être parce qu'ils étaient trop occupés, trop distraits, ou simplement pas prêts à affronter ce que cela signifiait pour eux. Et quand ils le font finalement, la prise de conscience peut être accablante. Pour certains, la douleur de ton absence se mélange à une forme de nostalgie douce. Ils se souviennent des bons moments, des conversations significatives, des rires partagés. Ce souvenir leur apporte du réconfort, mais aussi un rappel constant de ce qu'ils ont perdu. Cependant, pour d'autres, ta disparition crée une forme d'inconfort plus profonde. La peur de se retrouver seul. Ta décision de t'éloigner réveille en eux une peur qui était peut-être toujours là, mais qu'ils n'avaient pas affrontée jusque-là. Et bien que cette peur soit difficile à gérer, elle peut aussi être le premier pas vers leur propre évolution. C'est fascinant de voir comment, dans ton absence, les gens ont tendance à projeter sur toi leurs propres conflits intérieurs. Ceux qui ressentent de la culpabilité te l'attribuent. Ceux qui ressentent de l'envie te voient comme quelqu'un d'inaccessible. Et ceux qui cherchent l'inspiration trouvent dans ta décision une sorte de guide silencieux. La diversité des émotions que tu génères est un témoignage de l'importance que tu avais pour ces personnes, mais elle révèle aussi quelque chose d'autre. Combien peu de gens comprennent l'acte de disparaître. Ce n'est pas seulement s'éloigner physiquement, c'est un acte d'affirmation personnelle, de mise en place de limites, de récupération du contrôle sur ton temps, ton énergie
et tes émotions. Ce processus, bien que solitaire, peut être profondément transformateur, tant pour toi que pour ceux qui t'entourent. Il leur enseigne que tu n'es pas une source inépuisable de soutien ou d'énergie, que tu as tes propres limites et que parfois, disparaître est la seule manière de te retrouver toi-même. Pour ceux qui restent, c'est une invitation à réfléchir sur la connexion qu'ils avaient avec toi. T'appréciaient-ils pour ce que tu étais ou pour ce que tu pouvais leur offrir? Te voyèrent-ils comme une personne indépendante ou comme quelqu'un qui serait toujours là pour eux? Ces questions, bien que difficiles, sont nécessaires. Et c'est là que réside le cœur de l'impact que tu génères. Ta disparition n'est pas seulement un événement, c'est un tournant, un changement de dynamique, une remise en question des hypothèses et l'ouverture de portes vers de nouvelles façons de se lier, tant avec toi qu'avec eux-mêmes. Sans même clore le sujet, il est clair que ce que ressentent les autres quand tu disparais n'est pas qu'une simple accumulation d'émotions. C'est un processus qui, bien qu'il soit rempli de défis, peut devenir un catalyseur de croissance et de transformation pour tous ceux impliqués. Quand tu choisis de disparaître, tu crées non seulement un espace physique, mais aussi un vide émotionnel qui a un impact profond sur ceux qui t'entourent. Ce vide peut agir comme un miroir dans lequel les gens commencent à voir des aspects d'eux-mêmes qu'ils ignoraient. Ils se rendent compte de combien ils dépendèrent de ta présence pour se sentir complets. Cela, bien que douloureux, est une leçon puissante pour eux. L'absence peut déclencher une série de questions internes chez l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Ai-je fait quelque chose de mal? Va-t-il revenir? Ces questions ne reflètent pas seulement leur confusion, mais aussi une tentative de chercher des réponses en eux-mêmes. Dans de nombreux cas, cela les pousse à réfléchir sur leur propre comportement et actions, quelque chose qu'ils n'auraient probablement pas fait si tu étais encore là. De plus, ta disparition leur laisse l'espace nécessaire pour expérimenter ce que cela signifie vivre sans toi. Dans ce processus, certains réaliseront à quel point ils appréciaient ta compagnie, tandis que d'autres commenceront peut-être à accepter que la connexion n'était pas aussi forte qu'ils le pensaient. Cette prise de conscience pourrait être le point de départ pour qu'ils travaillent à leur propre évolution personnelle. D'un autre côté, il est intéressant de noter comment l'ego joue un rôle important dans ces situations. Quand quelqu'un remarque ton absence, son ego peut être blessé, interprétant ton départ comme un rejet personnel. Cela peut générer une réaction défensive, mais cela peut aussi ouvrir la porte à plus d'humilité et de conscience de soi, s'il décide d'explorer la raison de ses sentiments. Dans certains cas, ta disparition peut être perçue comme un acte de force. Le fait de t'éloigner sans explication montre que tu sais ce que tu vaux et que tu n'as pas peur de prioriser ce message implicite. Cela peut inspirer les autres à faire de même dans leur vie, en particulier s'ils ont été coincés dans des relations ou des dynamiques toxiques. Cependant, l'impact de ton absence n'est pas toujours immédiat. Certaines personnes peuvent rester dans le déni pendant des jours, voire des semaines, essayant de combler le vide que tu as laissé par des distractions ou de nouvelles relations. Mais tôt ou tard, la réalité s'impose. Les gens qui comptent vraiment sont irremplaçables, et tu étais une de ces personnes pour eux. Curieusement, disparaître leur apprend aussi à valoriser l'éphémère. Ils réalisent que rien n'est garanti et que les relations humaines nécessitent de l'attention et des efforts pour se maintenir. Cet apprentissage peut être l'une des leçons les plus précieuses que tu puisses leur laisser, même si tu ne réintégreras jamais leur vie. Agir comme un catalyseur pour que les autres se reconnectent avec leur propre indépendance émotionnelle, c'est souvent nécessaire. Les gens s'habituent tellement à avoir quelqu'un près d'eux qu'ils oublient comment être seuls. En disparaissant, tu leur offres l'opportunité de se rappeler que leur bonheur ne dépend de personne d'autre qu'eux-mêmes. Bien sûr, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Certaines personnes peuvent utiliser ta disparition comme une excuse pour justifier leurs propres problèmes, en te blâmant pour leurs émotions négatives. Cela, cependant, n'est pas un reflet de toi, mais de leur incapacité à assumer la responsabilité de leur propre vie. Il est également important de reconnaître que dans certains cas, ta disparition peut être le début d'une transformation positive pour les deux parties. Toi, tu trouves l'espace pour guérir et grandir, tandis qu'eux ont également l'opportunité de travailler sur eux-mêmes. C'est un processus qui, bien que douloureux, peut mener à une croissance mutuelle. Finalement, disparaître ne signifie pas abandonner pour toujours. Parfois,
C'est simplement une pause nécessaire pour réévaluer ce que tu veux et ce dont tu as besoin dans ta vie. Et lorsque tu décides de revenir, si c'est ce que tu le fais depuis un lieu de plus grande clarté et de force émotionnelle, quelque chose qui bénéficie à tous ceux qui sont impliqués. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Je choisis ce qui est mieux pour moi ». En fin de compte, ta disparition est un rappel puissant que les connexions les plus significatives ne sont pas basées sur la dépendance. Mariana avait toujours été du genre à chercher à combler les vides émotionnels avec des relations, depuis ses années universitaires jusqu'à sa vie adulte. Il ne se passa jamais plus de quelques mois avant qu'elle ne trouve un nouveau partenaire. Mais un jour, sans préavis, elle disparut des radars de tout le monde. Elle cessa de répondre aux messages, supprima ses réseaux sociaux et démissionna de son travail. Personne ne savait ce qui se passait. Les premières semaines furent un tourbillon de suppositions pour ses amis et ex-partenaires. Certains pensaient qu'elle avait déménagé à l'étranger. D'autres croyaient qu'elle traversait une crise personnelle. Mais la vérité était bien plus complexe. Mariana avait décidé de faire quelque chose qu'elle avait toujours craint. Elle avait choisi de se confronter à elle-même. Ce silence auto-imposé ne fut pas facile. Mariana se retrouva dans un petit village côtier, dans une maison louée, loin du bruit de la ville. Les premiers jours, elle les passa à ressentir une anxiété presque insupportable. Elle voulait appeler quelqu'un, envoyer un message, n'importe quoi qui la connecterait au monde extérieur. Cependant, quelque chose en elle lui disait qu'elle devait résister. Pendant ce temps, les personnes qui avaient l'habitude d'être près d'elle commencèrent à ressentir l'impact de son absence. Diego, son dernier partenaire, qu'il avait laissé en pensant qu'il serait facile de trouver quelqu'un d'autre, commença à remarquer comment sa vie perdait tout sens. Il n'avait plus quelqu'un à qui raconter ses réussites quotidiennes, ni à qui partager ses préoccupations. Il se rendit compte, pour la première fois, que Mariana avait été bien plus qu'une simple compagnie. Elle était son ancre dans son isolement. Mariana commença à explorer des parties d'elle-même qu'elle avait toujours ignorées. Un après-midi, en se promenant sur la plage, elle tomba sur un vieux journal qu'elle avait emporté avec elle sans même y penser. En l'ouvrant, elle découvrit des pages remplies de rêves et d'objectifs qu'elle avait écrits des années plus tôt, des rêves qu'elle avait complètement abandonnés dans sa quête du partenaire idéal. De son côté, Diego, poussé par le vide qu'il ressentait, commença à réfléchir aux raisons qui l'avaient repoussé à s'éloigner de Mariana. Il se rendit compte qu'il avait projeté sur elle ses propres insécurités, espérant qu'elle les résolve. Maintenant, il comprenait que sa dépendance émotionnelle avait été un fardeau pour les deux. Tandis que Diego luttait avec sa culpabilité et son auto-exploration, Mariana continuait son processus de redécouverte. Chaque jour était un petit défi. Cuisiner seule, résoudre des problèmes quotidiens sans demander d'aide, et le plus important, apprendre à apprécier sa propre compagnie. Elle découvrit qu'elle pouvait passer des heures à lire un livre sans ressentir le besoin de partager chaque pensée avec quelqu'un d'autre. Les jours devinrent des semaines, et les semaines des mois. Mariana commença à ressentir une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas parfait, bien sûr, mais il y avait quelque chose de libérateur dans l'idée qu'elle n'avait pas besoin de l'être. Cependant, malgré ses progrès, une question persistait dans son esprit. Que penseraient les autres de sa disparition? La vie de Diego commença également à changer. Inspiré par les réflexions nées de l'absence de Mariana, il décida de chercher une thérapie pour la première fois de sa vie. Là, il apprit que sa tendance à dépendre des relations pour définir son identité était un schéma qu'il avait traîné depuis l'enfance. Son thérapeute lui expliqua que ce n'est que lorsqu'il ferait face à lui-même qu'il pourrait avoir des relations plus saines. Mariana, quant à elle, décida qu'elle n'était pas encore prête à revenir dans le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Elle savait que son processus de transformation était loin d'être terminé et que, bien que parfois elle regrette les personnes qui avaient fait partie de sa vie, ce temps était crucial pour construire une relation solide avec elle-même. Diego, de son côté, commença à lui écrire des lettres. Il ne les envoyait pas, mais les utilisait comme une façon de traiter ses émotions. Dans une de ses lettres, il écrivit « Je comprends pourquoi tu t'es éloigné, et même si cela me fait mal, je commence à voir que c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous deux. » Pendant ce temps,
Mariana s'enfonçait davantage dans son propre univers. Elle apprit à méditer, à écouter ses pensées sans les juger et à poser des limites claires avec elle-même. À travers ce processus, elle commença à comprendre quelque chose de fondamental. Sa valeur ne dépendait pas de sa connexion avec les autres, mais de sa connexion avec elle-même. Et bien que le temps continuât à passer, l'impact de l'absence de Mariana continuait de résonner chez ceux qu'elle avait laissés derrière elle. Cependant, son histoire n'était pas encore près de se terminer. À mesure que les mois passaient, Mariana se rendit compte que son isolement ne l'avait pas seulement éloignée des gens, mais aussi des distractions qui occupaient autrefois son esprit. Elle ne passait plus son temps à consulter sans cesse les réseaux sociaux, à chercher une validation dans les j'aime ou à se comparer aux vies des autres. Pour la première fois, elle vivait sans la pression d'être vue ou approuvée, et cela la remplissait d'une étrange mais gratifiante sensation de liberté. Le matin, elle avait l'habitude de marcher sur la plage avec un carnet en main. Elle avait repris l'écriture comme moyen d'expression, une activité qu'elle avait laissée de côté des années plus tôt parce que personne ne lirait ce qu'elle écrivait. Maintenant, elle écrivait seulement pour elle-même. Dans ses pages, elle notait ses peurs, ses joies et surtout les leçons qu'elle apprenait en étant seule. Pendant ce temps, Diego, bien que sur un chemin différent, affrontait également ses propres défis. Il avait commencé à remettre en question comment sa relation avec Mariana avait été le reflet de sa propre relation avec lui-même. « Je n'ai jamais été réellement présent », écrivit-il dans une autre lettre qu'il n'enverrait pas. Ces lettres devinrent un journal personnel, un espace où il pouvait être honnête sur ses erreurs et ses désirs. Mariana, de son côté, commença à remarquer de petits changements dans sa perspective. Il y avait des jours où elle manquait profondément certaines personnes, mais elle comprenait désormais que ce sentiment ne signifiait pas qu'elle devait courir vers elles. Elle avait appris à s'asseoir avec ses émotions et à ne pas fuir devant elles. « La tristesse ne va pas me tuer », écrivit-elle dans l'une de ses réflexions. « C'est juste une partie de moi qui a besoin d'être entendue. » Un après-midi, en parcourant son journal, elle tomba sur une liste qu'elle avait écrite des années auparavant, intitulée « Choses que je veux faire avant de mourir ». Parmi ces choses figurait apprendre à surfer, visiter le Japon et écrire un livre. Elle se rendit compte qu'elle avait attendu que quelqu'un d'autre vienne la rejoindre pour accomplir ses rêves. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle pouvait commencer seule. Et c'est ce qu'elle fit. De son côté, Diego se plongea davantage dans ses séances de thérapie. Son thérapeute lui parla de la manière dont la dépendance émotionnelle était souvent un masque pour des blessures plus profondes. « La solitude n'est pas ton ennemi, Diego, c'est un espace pour te retrouver », lui dit-il lors d'une séance. Ces mots résonnèrent en lui de manière qu'il n'avait jamais vécue auparavant. Mariana commença à pratiquer le surf sur la plage voisine. Au début, c'était catastrophique. Elle tombait plus souvent qu'elle ne restait debout sur la planche, mais à chaque chute, elle apprenait quelque chose de nouveau. Pas seulement sur le sport, mais aussi sur elle-même. Chaque petite victoire, comme tenir debout quelques secondes, la remplissait d'une joie qu'elle n'avait besoin de partager avec personne d'autre pour qu'elle soit valide. Pendant ce temps, Diego décida de suivre un cours de méditation. Bien qu'il le regardait avec scepticisme au début, il découvrit vite que ces moments de silence l'aidaient à mieux se comprendre. « C'est comme si j'avais couru toute ma vie, et maintenant, enfin, je m'arrête pour respirer », confia-t-il à son thérapeute un jour. Un jour, Mariana croisa une voisine dans le petit village où elle vivait. C'était une femme âgée nommée Elena qui tricotait sur le porche de sa maison. Elena lui demanda pourquoi elle était venue seule dans le village et Mariana lui répondit avec un sourire. « Je suis en train d'apprendre à me connaître », répondit-il. Elena acquiesça avec sagesse et lui dit « C'est le voyage le plus important de tous. » Diego, dans sa ville, décida finalement de se débarrasser des lettres qu'il avait écrites à Mariana. Pas parce qu'il voulait l'oublier, mais parce qu'il comprit que ces mots avaient déjà accompli leur but, l'aider à guérir. Plutôt que de s'accrocher au passé, il commença à penser à comment construire un futur qui ne dépendrait de personne d'autre que de lui-même. De son côté, Mariana commença à ressentir que, bien qu'elle fût seule, elle ne s'était jamais sentie aussi accompagnée. Chaque pas qu'elle faisait était une réaffirmation qu'elle était sur le bon chemin. « Je ne fuis personne, je cours vers moi-même »,
pensa-t-elle en terminant sa première séance de yoga. Bien que leurs chemins soient toujours séparés, Diego et Mariana partagèrent quelque chose en commun. Ils avaient trouvé dans la solitude une opportunité de grandir. Aucun des deux ne savait s'ils se croiseraient à nouveau dans le futur, mais ce qu'ils savaient, c'était que pour la première fois, ils étaient bien avec ce qu'ils étaient. Mariana décida de prolonger son séjour dans le village côtier. Il y avait quelque chose dans le bruit des vagues et le rythme lent de la vie qui l'aidait à garder son calme. Il y avait bien sûr des jours difficiles, mais elle savait maintenant comment y faire face. Elle n'avait pas besoin que quelqu'un d'autre la sauve, car elle avait appris à se sauver elle-même. De son côté, Diego commença à expérimenter avec des activités qu'il avait toujours repoussées. Il se remit à peindre, une activité qu'il avait aimée étant enfant, mais qu'il avait abandonnée en grandissant. Il se rendit compte que, bien qu'il ne fût pas parfait, il appréciait le processus et c'était suffisant. Le temps poursuivait son cours, et chacun à sa manière, ils étaient en train de découvrir ce que cela signifiait réellement être bien avec soi-même. Bien qu'il restait encore de nombreuses pages à écrire dans leurs histoires, ils comprenaient qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Mariana continua son voyage d'auto-découverte dans le petit village côtier. Il y avait quelque chose de presque thérapeutique dans la routine qu'elle était en train de créer. Le matin, elle se consacrait au surf, affrontant les vagues comme si elles étaient une métaphore des défis que la vie lui avait présentés. Chaque chute était une occasion d'apprendre, et chaque petite victoire la remplissait de fierté. Mais quelque chose de plus profond se passait en elle. Pour la première fois de sa vie, elle prenait plaisir à sa propre compagnie. Un après-midi, alors qu'elle buvait un café dans un petit café local, Mariana se rendit compte qu'elle n'avait pas consulté son téléphone depuis des jours. Elle n'avait pas cherché de notifications, de messages, ni de validation externe. Ce petit détail la surprit. À quel moment ai-je cessé d'être esclave de l'approbation des autres? Sourit-elle en elle-même en réalisant combien elle avait évolué en si peu de temps. De son côté, Diego décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais tenté auparavant. Une retraite de silence. Pendant 3 jours, il se déconnecta du monde extérieur et s'immergea dans un espace de réflexion profonde. Ce fut un immense défi, mais en même temps une révélation. Dans ce silence, il découvrit combien de bruit il avait permis dans sa vie, pas seulement externe mais aussi interne. À la fin de la retraite, il ressentit une paix qu'il n'avait pas souvenir d'avoir éprouvée auparavant. Mariana commença à se faire des amis dans le village. Bien qu'au début elle soit venue avec l'intention de rester seule, peu à peu elle ouvrit son cœur à de nouvelles connexions. Elle rencontra Clara, une artiste qui avait quitté la ville pour vivre une vie plus simple, et Miguel, un pêcheur local qui avait toujours une histoire intéressante à raconter. Ses amitiés étaient différentes de celles qu'elle avait eues avant. Elles ne se basaient ni sur les réseaux sociaux, ni sur les apparences, mais sur l'authenticité. Diego, de son côté, décida de retourner à l'université. Il avait abandonné ses études de philosophie des années auparavant, car il sentait qu'elle n'avait pas de but précis. Maintenant, avec une nouvelle perspective, il comprenait qu'il n'avait pas besoin d'avoir toutes les réponses pour continuer à apprendre. La philosophie qu'il découvrit n'était pas une quête de vérités absolues, mais un moyen de questionner et de comprendre le monde de manière plus profonde. Un jour, Mariana reçoit une lettre. Elle n'était pas habituée à recevoir de la correspondance physique, mais cette lettre était spéciale. C'était de sa mère, qui lui disait combien elle admirait le courage qu'elle avait eu en entreprenant ce voyage seule. « J'ai toujours voulu avoir le courage de faire ce que tu fais maintenant », lui confiait-elle sur le papier. Mariana pleura en lisant ces mots. Elle ne savait pas que sa quête personnelle pouvait inspirer quelqu'un d'autre. Diego, de son côté, vivait un moment de connexion inattendue. Dans un de ses cours de philosophie, il rencontra une femme nommée Valeria, qui partageait son intérêt pour la recherche de sens dans la vie. Leur conversation était profonde et stimulante, mais ce qui le surprenait le plus, c'était qu'il ne ressentait pas le besoin de l'impressionner. Pour la première fois, il était complètement lui-même. Mariana décida de reprendre un vieux rêve, écrire un livre. Chaque nuit, après ses longues promenades sur la plage, elle s'installait devant son ordinateur et laissait les mots couler. Elle n'écrivait pour personne d'autre qu'elle-même. Et cette liberté créative la remplissait de joie. Elle avait l'impression, à travers les mots, de raconter l'histoire d'une femme qui avait trouvé sa force dans la solitude.
Pendant ce temps, Diego commença à donner des conférences dans son université. Son professeur de philosophie, impressionné par sa perspective unique, l'invita à parler de l'importance de la compréhension de soi. Diego, qui avait toujours évité de parler en public, accepta le défi. La véritable force ne réside pas dans l'évitement de la peur, mais dans le fait de l'affronter, dit-il lors de sa première conférence. Son message résonna profondément chez les étudiants qui l'applaudirent debout. Alors que chacun poursuivait sa croissance sur ses propres chemins, quelque chose de magique se produisit. Sans le prévoir, leurs chemins se croisèrent à nouveau. Ce fut dans une librairie de la ville, où Mariana présentait son livre. Diego, qui avait décidé d'explorer de nouvelles lectures, entra et la vit sur scène. Il n'en revenait pas. La femme qui avait autrefois tant compté pour lui était là, rayonnante et pleine de confiance. Après la présentation, Diego s'approcha. Mariana le reconnut immédiatement. Et bien qu'au début ils fussent nerveux, la conversation coula comme si le temps n'était pas passé. Ils parlèrent pendant des heures, partageant leurs histoires, leurs apprentissages et leurs rêves. Il n'y avait aucun ressentiment, juste de l'admiration mutuelle pour la croissance que chacun avait vécue. À la fin de la soirée, ils se rendirent compte qu'ils n'avaient pas besoin de revenir ensemble pour se sentir complets. Chacun avait trouvé son bonheur individuel, et c'était là leur plus grande victoire. Cependant, ils décidèrent de rester en contact, non pas comme un couple, mais comme deux âmes qui avaient appris à s'aimer elles-mêmes avant d'aimer quelqu'un d'autre. Mariana rentra chez elle dans son petit village côtier après cette conversation inattendue avec Diego. En revenant chez elle, elle réfléchissait à ce qui s'était passé. Le revoir n'avait pas rouvert de vieilles blessures, comme elle en avait peur. Au contraire, cela lui apporta une étrange paix. C'était comme si l'univers lui montrait le fruit de tous ses efforts. Elle n'avait plus besoin de personne d'autre pour se sentir complète. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle alluma une bougie et se servit une tasse de thé. Assise à son petit bureau, elle reprit son écriture. Cette fois, les mots coulaient avec une liberté nouvelle, sans le poids de la nostalgie ou du ressentiment. Elle écrivit sur les adieux, les retrouvailles inattendues, et sur le fait que le véritable amour commence toujours par soi-même. Pendant ce temps, Diego retourna dans son appartement en ville. La rencontre avec Mariana lui donna beaucoup à réfléchir. Il ne ressentait ni douleur ni regret, mais de la gratitude. De la gratitude parce que, grâce à l'absence de Mariana, il avait appris à voir sa propre vie sous un autre angle. C'était la première fois qu'il pouvait se souvenir de sa relation sans l'idéaliser ni se lamenter. Cette nuit-là, Diego sortit d'une vieille boîte le dernier journal qu'il avait rempli de lettres pour Mariana. Il le feuilleta lentement, s'attardant sur chaque mot. « Merci », murmura-t-il en le refermant. Il décida de le garder, non pas comme un rappel de ce qu'il avait perdu, mais comme une preuve de combien il avait grandi. De son côté, Mariana commença à recevoir des messages de personnes ayant lu son livre. Beaucoup la remerciaient d'avoir partagé son histoire et montré que la solitude n'était pas un ennemi, mais une opportunité pour se retrouver. Un message en particulier attira son attention. « Grâce à toi, j'ai osé prendre du temps pour moi-même. Je commence à découvrir qui je suis vraiment. » Mariana sourit en le lisant. Pendant des années, elle avait cherché la validation dans les mots et actions des autres, mais maintenant, ce type de reconnaissance n'était pas un but en soi. C'était un reflet de quelque chose de beaucoup plus grand, sa propre transformation. Elle savait que son histoire aidait les autres à faire ce premier pas si difficile. Peu à peu, sa routine est devenue encore plus épanouissante. Mariana a commencé à donner de petits ateliers dans le village où elle partageait ses apprentissages sur l'écriture et la méditation. Au début, elle craignait que personne ne vienne, mais à sa surprise, les gens venaient avec enthousiasme. Certains venaient par curiosité, d'autres parce qu'ils ressentaient également le besoin de changer. Dans ces ateliers, Mariana a découvert qu'enseigner aux autres était en réalité une autre manière de continuer à apprendre. Chaque histoire qu'elle écoutait l'inspirait et lui rappelait que le processus de l'autodécouverte était un voyage collectif, bien que chacun devait le parcourir à sa manière. Pendant ce temps, Diego continuait à donner des conférences à l'université et à explorer sa passion pour la philosophie.
Il a commencé à écrire de petits essais sur ce qu'il avait appris dans son chemin vers l'autoconnaissance. Dans l'un d'eux, il écrivait « La solitude nous effraie parce qu'elle nous confronte à qui nous sommes vraiment, mais elle nous donne aussi l'opportunité de nous réinventer. » Cet essai est devenu viral parmi ses camarades et bientôt, on lui demanda de le partager lors d'une conférence. Diego, qui avait autrefois craint de se dévoiler, parlait maintenant avec assurance et passion. Il savait que ses paroles avaient un but, qu'elles pouvaient toucher quelqu'un qui traversait la même chose que lui. Mariana et Diego poursuivirent leur chemin séparément, mais ils savaient tous deux que quelque chose en eux avait changé pour toujours. La vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons au moment où nous le désirons, mais elle nous donne ce dont nous avons besoin pour grandir. Ils en étaient la preuve. Un jour, Mariana reçut un appel inattendu. C'était une maison d'édition intéressée par la publication d'une seconde édition de son livre, cette fois avec une tournée de présentation dans différentes villes. Au début, l'idée la submergea. Elle n'était pas habituée à autant d'attention, mais elle se souvint des mots qu'elle se répétait. « Tu ne fuis rien, tu cours vers toi-même ». Elle accepta la proposition avec le même esprit qu'elle avait adopté pour affronter chaque nouveau défi au cours des derniers mois. Sans attente, mais avec confiance en elle. La tournée fut un succès. Mariana rencontra des personnes qui l'inspirèrent et lui rappelèrent que son histoire était un pont qui reliait les vies des autres. Pendant ce temps, Diego termina son premier manuscrit. C'était un essai intitulé « L'art d'être seul ». Ce n'était pas un livre pour surmonter la solitude, mais pour apprendre à l'embrasser comme une alliée dans le cheminement personnel. En le remettant à une petite maison d'édition locale, il ressentit un mélange de nervosité et de fierté. Pendant cette période, Mariana et Diego ne se cherchèrent pas, mais d'une manière ou d'une autre, ils restaient connectés par le souvenir de ce qu'ils avaient vécu et appris ensemble. Ils savaient que leurs chemins s'étaient croisés pour une raison, se pousser mutuellement vers l'autodécouverte. Un an après leur rencontre dans cette librairie, Diego reçoit un colis. C'était une copie du deuxième livre de Mariana, avec une dédicace brève mais puissante. « Merci de m'avoir appris à lâcher prise. J'espère que toi aussi tu as appris à voler. » Diego sourit en la lisant. « Je t'aime », écrit-il. La transformation commence aujourd'hui. L'histoire de Mariana et Diego est un rappel que la solitude n'est pas une punition, mais une opportunité pour se reconnecter à ce qui est vraiment important. Parfois, il est nécessaire de disparaître pour se retrouver soi-même, pour découvrir qui nous sommes sans les attentes et les pressions du monde extérieur. Et ainsi, le cœur rempli de gratitude et des leçons apprises, ils poursuivirent leur chemin, montrant que le véritable bonheur ne dépend pas de qui est à tes côtés, mais de la façon dont tu choisis de marcher sur ton propre chemin. Et toi, es-tu prêt à te retrouver toi-même ? L'histoire de Mariana et Diego n'est pas seulement émouvante, elle est profondément révélatrice. D'un point de vue psychologique, elle nous montre comment le processus de trouver de la valeur en soi peut transformer des vies entières. Mais pourquoi beaucoup d'entre nous doivent-ils toucher le fond émotionnellement pour initier ce changement ? Qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître notre propre valeur dès le départ ? Analysons ensemble ces aspects et réfléchissons à la manière dont nous pouvons appliquer ces leçons dans nos propres vies. D'un point de vue psychologique, le chemin suivi par Mariana et Diego reflète le concept de résilience. Selon Carong, ce à quoi tu résistes persiste, mais ce que tu acceptes te transforme. Les deux personnages ont accepté leur douleur et leur solitude, et les ont utilisés comme catalyseurs pour leur croissance. Demande-toi, quelle résistance affrontes-tu en ce moment ? Que pourrait-il se passer si tu choisissais d'accepter ce que tu vis, au lieu de lutter contre cela ? Que fais-tu aujourd'hui pour te sentir complet sans dépendre de quelqu'un d'autre ? La méthode socratique nous aide à explorer ces idées plus en profondeur. Réfléchis. Combien de décisions as-tu prises dans ta vie par peur d'être seul ? Qu'est-ce qui te retient réellement d'investir ce temps en toi-même ? Souviens-toi que les réponses ne seront pas toujours claires, mais le simple fait de te poser ces questions est un pas vers l'autoconnaissance. Et n'oublie pas quelque chose de fondamental que Rolando souligne. Lorsque tu t'aimes, tu découvres que la solitude n'est pas un ennemi, mais un refuge où tu peux grandir. L'histoire nous invite aussi à évaluer nos relations. Mariana et Diego se sont retrouvés, mais d'un endroit complètement différent. La dépendance émotionnelle. Cela pose une question clé.
Comment serait ta prochaine relation si vous veniez tous deux avec de l'amour propre, au lieu du besoin? Rolando l'explique clairement. La qualité de tes relations reflète la relation que tu as avec toi-même. C'est l'un des piliers de son cours, et c'est un point qui mérite toute ton attention. Enfin, je veux t'inviter à passer à l'action. T'es-tu identifié à l'histoire? As-tu reconnu quelque chose de ton propre vécu en Mariana ou Diego? Si c'est le cas, c'est le moment de faire un pas en avant. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.